Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Éthique et pratique médicale. Éthique et pratique médicale, fondée par Richard Moreau, collection dirigée par Roger Tessou. La collection Éthique et pratique médicale est une tribune qui permet à tous les acteurs du monde de la santé, professionnels, enseignants, administrateurs, économistes et patients d'exposer leurs opinions, de décrire leur expérience et de proposer des solutions aux problèmes posés par une profession en pleine mutation, et ce en toute indépendance et en conformité avec la déontologie et les bonnes pratiques médicales. Dernière parution. Bernard Marot, Politique d'organisation du système de santé en France, 2022. Patrice Couzigou, Écologie interne et relations soignantes, médecine de la personne et de ses comportements, 2022. Julie LenoblemaRtin, Le droit d'accès aux soins des personnes sourdes en France, 2021. Alain Goldcher, Bien vivre avec un oignon. Questions-réponses illustrées sur l'hallux valgus, le trouble statique le plus fréquent, 2021. Jeannot Baanitse, Soins palliatifs en RD Congo et en Afrique. Appel à la promotion et l'intégration, 2021. François Matte, La recherche médicale française. Hier on la trouvait, aujourd'hui on la cherche, 2021. Jacques Morna, Choix et médecine, 2021. Philippe Viard, On n'est jamais assez vieux pour faire un mort, repenser les soins pour les personnes dans les services de longue durée, 2021. Justine Dill, Vaccin entre méfiance et adhésion, 2021. Jean-Yves de la Caffinière, 50 ans de pratique chirurgicale. Pensée parallèle, 2021. David Leriche, Équilibre et motricité chez les personnes âgées, la liaison œil-pied, 2020. Bernard Jurth, Vivre mieux à tout âge grâce à l'ostéopathie, suivi de Journal d'un voyage aux sources de l'ostéopathie, 2020. Claire Grand, Les maladies expliquées aux enfants. Microbes et compagnie, 2020. Exergue. Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde. Albert Camus, Sur une philosophie de l'expression, Poésie 44, Paris, La Pléiade NRF, œuvre complète, 1944. Préface. La question de la preuve médicale s'avère essentielle à étudier pour dessiner les contours d'un nécessaire renouveau du système de santé, dont les failles ont été récemment pointées par la pandémie de la COVID-19 et les dérives industrielles. D'une société de la fin du XXe siècle, promise à la certitude biomédicale et la sécurité jusqu'à la fin de la mort programmée par les transhumanistes, celle du XXIe voit apparaître des signaux contradictoires avec les diverses maladies chroniques d'origine multifactorielle imposant des traitements multiples, avec les exigences d'une population vieillissante confrontée au dilemme de l'avancée en âge et du repli communautaire, avec les maladies origine psycho-comportementale sans ancrage biologique, avec un mal-être grandissant chez les soignants et avec les insatisfactions des patients face à tant de technicité sans âme. L'ouvrage de Pierre-Luc Lermite intitulé « La preuve médicale au XXIe siècle » interroge l'éclosion du courant de l'Evidence-Based Medicine, EBM, la médecine fondée sur les preuves ou plus exactement sur les données probantes, apparue à la fin du siècle dernier à la faculté de santé de l'université McMaster au Canada sous la houlette de David Sackett. Il discute sa lecture étriquée par certains francophones. L'auteur invite à ne pas confondre un discours scientifique avec la vérité, revenant à transposer une norme à l'extérieur du cadre qui lui a permis de l'établir. Il traite la question avec un regard épistémologique, éthique, juridique et philosophique nourri des références les plus récentes. Il évite l'écueil des discours pseudo-scientifiques trouvant une justification dans toutes sortes de biais cognitifs, McIntyre 2019. L'auteur pointe à juste titre les risques d'une conception idéaliste de la vérité en médecine, en la pensant comme une adéquation parfaite de l'esprit à la chose. Il s'inscrit dans une conception pragmatique où la vérité se définit par le succès de l'action qu'elle commande, et celle du sujet lui-même. Il pointe aussi les limites du langage, les manques de mots pour exprimer la vérité, les mots qui trahissent le sens. Vérité diagnostique, vérité thérapeutique et vérité pronostique diffèrent, tout autant que la vérité de la maladie ou de la personne malade, qui plus est si l'on y rajoute la flèche du temps. Au fur et à mesure que l'EBM est devenue influente,
ce courant a été détourné pour servir des agendas différents de ce qu'il visait à l'origine, Ioannidis 2016. Les essais randomisés influents sont largement réalisés par et pour le bénéfice de l'industrie. Les méta-analyses sont devenues des stratégies au service d'intérêts acquis. Les fonds de recherche nationaux et européens sont canalisés presque exclusivement vers une recherche avec peu de pertinence pour les résultats de santé. Ioannidis 2016. L'épidémiologie des facteurs de risque a excellé dans les articles de fouilles de données en silo et est devenue apte à dicter des politiques à partir de preuves fallacieuses. Sous la pression du marché, la médecine clinique s'est transformée en médecine financière. Ioannidis 2016. Dans de nombreux endroits, la médecine et les soins de santé gaspillent les ressources de la société et deviennent une menace pour le bien-être humain. Le déni scientifique et les charlatans fleurissent également et égarent davantage les individus dans leur choix de vie, y compris en matière de santé. L'EBM reste toujours un objectif non atteint, digne d'être atteint. Ioannidis 2016. Au fur et à mesure que la médecine s'étend vers la santé, autrement dit du traitement d'un organe ou d'une fonction pathologique manifestée par des symptômes, aux soins et à la prévention, les questions posées par ce livre sur la preuve et la gestion des risques par la société se posent de manière plus aiguë. L'ouverture récente de la médecine aux interventions non médicamenteuses, INM, pose d'emblée la question d'un modèle de validation et de surveillance de ces pratiques de santé la plupart du temps médiées par des humains. La lecture de ce livre est d'autant plus cruciale pour qui s'intéresse aux soins et à la prévention, avec deux prismes complémentaires abordés respectivement dans le premier chapitre, les contraintes que la société impose à la preuve médicale, et dans le second chapitre, l'utilisation de la preuve médicale en tant qu'élément organisateur de la société. McIntyre L. 2019. The Scientific Attitude, Defending Science from Denial, Fraud and Pseudoscience. Boston, The MIT Press. Ioannidis J.P. 2016. Evidence-Based Medicine has been hijacked. A report to David Sackett. Journal of Clinical Epidemiology, 73, 82 à 86. Professeur Grégory Nino. Directeur adjoint de l'Institut d'Hébrée d'épidémiologie et de santé publique, Université de Montpellier INSERM. Chargé de recherche à l'Institut du cancer de Montpellier. Président de la Non-Pharmacological Intervention Society. Introduction. La preuve est un élément incontournable de la médecine au XXIe siècle. La place aussi centrale qui lui est attribuée en fait un élément visible et souvent suréminent. À l'heure des crises sanitaires et de divers méandres judiciaires impliquant des laboratoires pharmaceutiques, des institutions et même des États, la question de la preuve est un passage obligatoire pour toute réflexion prenant les fondements de la médecine pour objet. Pour autant, cette démarche pourrait être perçue comme dérangeante à bien des égards. En effet, interroger la preuve médicale en revient à tourmenter ce qui constitue la légitimité de la médecine. En d'autres termes, elle incarne ce qui lui donne sa superbe. On observe que ceux qui l'exercent et ceux qui en bénéficient souhaitent lui attribuer une importance manifeste. Celle-ci s'exprime par une confiance aussi nécessaire qu'indispensable. C'est pour cette raison que mener une enquête sur son compte questionne les normes qui s'étendent jusqu'aux relations humaines. Chercher querelle à la preuve médicale revient en somme à questionner le bon fonctionnement de la société, en ébranlant des certitudes qui avaient progressivement acquis le statut de paisible convention. La médecine arpente de très vastes territoires en décidant de ce qui correspond à la santé ou à un état pathologique, en s'immisçant dans l'intimité des foyers, faisant irruption dans le monde austère du travail, dans l'univers grisant de l'économie, ou encore dans les arcanes déroutants de la politique. Sa fonction rassérénante peut aussi bien apaiser le patient désemparé dans l'attente d'un diagnostic, que le patient pragmatique qui serait désireux d'évaluer ses chances de guérison. En se reposant sur elle, certains acteurs du monde de la santé se sentent même autorisés à tenir des discours autoritaires. Autant d'arguments qui encouragent souvent à première vue à imaginer un lien contigu entre preuve médicale et vérité. S'il va sans dire que la médecine n'est pas insensible à la détermination de la vraisemblance, il faut aussi reconnaître que le concept de vérité est plutôt exigeant.
Il mérite dès lors d'être abordé pour expliquer les raisons qui poussent aussitôt à s'en désolidariser. En effet, si la vérité possède l'absolutisme que lui prêtent ses définitions, elle devrait avoir une valeur inconditionnelle. Pourtant cet audacieux projet s'égare s'il ne peut pas voir le leurre qu'il contient. Le vrai, en tant qu'expression de la vérité, ne saurait se confondre avec la preuve pour plusieurs raisons. La façon la plus délicate d'aborder le sujet de la vérité est de la prendre dans son sens le plus strict. C'est-à-dire comme quelque chose qui posséderait une essence immuable, une valeur transcendantale. Il faut pour cela partir du postulat selon lequel le vrai serait indépendant de tout cadre, mais cette hypothèse ne pourrait esquiver un questionnement sur sa licéité. Celle-ci pourrait être considérée comme impossible, alimentée par les illusions d'individus téméraires qui céderaient au charme de la certitude. Si toutefois l'accès à une ultime vérité était envisageable, il faudrait en discuter à travers des plaidoyers érudits pour cerner les modalités de son accès. Le tout appartenant au registre d'une philosophie très entreprenante, faisant aussitôt passer un non-spécialiste pour un doux rêveur. Il semble que les discours qui confondent preuve médicale et vérité cherchent surtout à jouir des fruits de leur engendrement. Tel est le cas des discours scientistes, où la preuve se dote d'une certaine puissance en passant pour quelque chose de véritable. Néanmoins, s'abriter sur le terrain de la vérité ne demeure possible que par des détours de simplification outrancière. La façon la moins complexe de considérer le vrai est à l'aune de son expression formelle. Cette aspiration est particulièrement utilisée dans le domaine des sciences, avec la notion de paradigme. Pour le dire autrement, il faudrait examiner une proposition uniquement au sein de la structure qui l'enveloppe. À certaines conditions, on peut à ce moment-là vérifier une correspondance entre contenant et contenu. La vérité d'une proposition est alors obtenue par une opération de conformité. Une formule telle que 1 + 1 est égal à 2 indique, nonobstant le caractère évident de cette équation, que l'énoncé n'est vrai qu'en vertu de l'authenticité vis-à-vis de sa charpente. Ces composantes ne sont pas vraies dans l'absolu puisque les expressions numériques 1 ou 2 ne signifient rien d'universellement vrai ou faux, pas plus que l'opération d'addition matérialisée par un plus, ou encore la relation d'équivalence indiquée par le égal, qui n'ont de sens que par rapport à leur cadre conceptuel. Dans ce cas, le vrai n'est possible que relativement à certaines propriétés. Ce qui pourrait vérifier la formule de Derrida selon laquelle la vérité est limitée, finit confinée dans ses frontières. Il en résulte qu'une connaissance n'existe qu'à partir d'un certain point de vue. L'accès utopique à une connaissance véritable si chère à Socrate en revient à renoncer à la quête d'une inatteignable vérité. La philosophie nietzschéenne accepte que l'humain demeure captif de cet idéal, mais relègue les velléités socratiques à une forme d'optimisme logique. Le vrai se réduit donc aux raisons pour lesquelles il existe dans les représentations. En somme, il n'y aurait pas réellement de choses fausses, à proprement parler, dans la mesure où la fausseté d'une proposition dépend d'une communauté de pensée qui établit des règles permettant de qualifier ce qui relève du vrai et du faux. Dès lors peut-on raisonnablement admettre qu'avec le secours de la science, la preuve médicale se superpose à la notion de vérité ? Autrement dit, la science est-elle le champ de la manifestation du vrai ? Ou ne s'agit-il là que d'une sémantique impropre qui se contente de recourir à la puissance suggestive des mots ? Cet ouvrage estime qu'assimiler la science à la vérité en revient à une hyperbole inquiétante. Elle tient surtout d'une méprise qui alimente une dialectique perfide. Dans cette hypothèse, à partir du moment où la preuve médicale trouverait refuge dans la science, penser contre elle relèverait presque mécaniquement de l'affabulation. Il y aurait là un piège de taille considérable. Confondre un discours scientifique avec la vérité en reviendrait à transposer une norme à l'extérieur du cadre qui lui a permis de l'établir. Le vrai irait ainsi au-delà du support qui lui permet d'exister. Il est ici postulé que l'accès à la vraisemblance tout au plus dépend rigoureusement du prisme que l'on utilise pour l'envisager. Par exemple, l'histoire de la vérité pour Foucault correspond à l'histoire politique de la vérité. Aussi, la réflexion de cet essai considère que la science se contente d'être une promenade de l'esprit qui, sans jamais se substituer à la vérité, essaye de proposer des lectures théoriques du monde observable ou même imaginable à certains égards.
La preuve médicale ainsi observée s'exprime dès lors par une lecture normative de la vie. L'inaccessible vérité, dont l'origine étymologique veritas indique qu'elle s'oppose aux contrefaçons, s'attache à rechercher des éléments authentiques. Par opposition, la validité validus poursuit davantage une quête de puissance par son origine latine. L'intérêt d'une preuve ne réside donc pas dans son appartenance au vrai par un procédé d'objectivation, mais dans les conditions permettant cette objectivation. Celle-ci implique un cadre dans lequel l'observateur, niché sur des doctrines majoritaires, dépose sur elles son regard. Très prosaïquement, la recherche de la preuve en médecine consiste à accorder un indice de confiance à des éléments qui vont emporter la conviction du soignant, du patient et des institutions. La médecine étant considérée comme un art au carrefour de plusieurs sciences, l'idée sera de rechercher des données gageant d'une certaine fiabilité. Si la formule de Canguilhem semble avoir fait date, elle a surtout permis d'établir une différence entre l'objet de la science médicale qui consiste en l'acquisition de connaissances, et l'objet de la pratique médicale qui est portée sur le patient. La preuve est de ce fait un élément consubstantiel à la médecine, bien que des fractures de plus en plus fréquentes se révèlent à travers la distension du lien entre savoir et pratique. Les praticiens se trouvent face à une complexification croissante des problèmes qui leur sont soumis. Ils doivent désormais jongler avec des matières variables allant de la biologie cellulaire à la philosophie, en passant par le droit et l'économie dans des oppositions incessantes. L'importante sophistication des preuves oblige à investir des continents jusqu'alors ignorés, réveillant des clivages, insistant de facto sur les raisons qui poussent les opinions à diverger. Par conséquent, l'intensité des controverses force la littérature à devenir technique et déstabilise un peu plus les praticiens. Les théories ajustent leurs fondements, aiguisent leurs arguments, peaufinent leurs modèles, approfondissent leurs critères et leurs méthodes. Dans ces remous sans cesse renouvelés par des débats aux prises avec la tempête, l'esprit des soignants se heurte au fracas massif du doute. C'est notamment pour cette raison qu'il arrive que le désespoir appelle de ses vœux une vérité salvatrice. Toutefois, la preuve médicale dépend surtout de l'œil de celui qui la regarde. Sa pluralité ne la confine plus seulement à l'univers du calcul de probabilité, mais à ce qui est susceptible d'emporter la conviction. Dans le premier cas, la preuve médicale se caractérise par sa validité, dans le second, elle se meut dans la société où elle se trouve. En subsumant ainsi des éléments issus des sciences de la nature et des sciences humaines et sociales sous un même concept, la preuve médicale se présente dans un habit délicat. Dès le XVIIIe siècle, bien que le modeste rôle du médecin consiste surtout à établir un rempart contre la superstition, Pierre Jean-Georges Cabanis a réactivé un nouage très ancien entre philosophie et médecine. Son ouvrage de 1798, Du degré de la certitude de la médecine, l'envisage comme la science de l'homme, et se demande en quoi consiste un être humain en souffrance et plus généralement en quoi consiste la vie. La médecine du XXIe siècle conserve ces interrogations en ayant éveillé des enchevêtrements encore plus vastes. D'un côté, la santé publique est contingentée par des modèles économiques et politiques. D'un autre, la bioéthique s'interroge sur la pénétration de la médecine dans la vie des personnes allant du stade antérieur à sa conception jusqu'à une extension au-delà de son crépuscule. Dans ces méandres, la médecine s'octroie fort logiquement l'assistance d'autres disciplines dans la mesure où la seule compétence d'un clinicien s'avère totalement insuffisante pour appréhender des questions comme le clonage, le post-humanisme, les cellules souches, l'ectogenèse ou la télémédecine. La preuve interroge dès lors les dispositifs de jugement permettant de concevoir ce qui est plausible dans le milieu de la santé. Classiquement, on considère qu'une proposition est acceptable dans la mesure où elle se trouve en conformité avec ce qui est. Or, ce qui est peut en réalité subir des modifications fréquentes. Une découverte scientifique peut parfois à elle seule initier un changement dans l'architecture des connaissances, et frapper d'obsolescence ce qui jusqu'alors était considéré comme valide. La temporalité révèle une chose aussi brutale que difficile à éviter. Un élément inébranlable aujourd'hui peut devenir inopérant demain. Face à cette ivresse, il est possible de se sentir perdre pied. Il faut reconnaître que l'usage était de conférer à la médecine un certain prestige, qui entraînait une adhésion massive et irréfléchie. Aujourd'hui, ces attributs ne sont plus suffisants. Sa simple évocation n'obtient plus le même effet d'allégeance,
la même inclination, le même acte de foi assumé par tout un chacun. Il fut un temps où il était d'usage de s'en référer aux institutions. Néanmoins, il existe désormais une grande défiance à leur égard dans la mesure où leurs discours ont révélé des failles considérables. Ce qui a initié scepticisme et déconsidération. Chacun a pu constater l'étrangeté des nuages radioactifs venus d'Ukraine en 1986. Selon les autorités, ils auraient sélectivement épargné la France en arrêtant leur course à ses frontières. De nombreuses personnes se sont également émues par l'absence d'armes de destruction massive détenues par Saddam Hussein, pourtant présenté en 2003 devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, ayant justifié l'invasion de l'Irak par une force militaire d'une coalition. On se souviendra encore des mensonges renouvelés de Jérôme Cahuzac, ministre délégué au budget en 2013, avec ses serments télévisuels « Je n'ai jamais eu de compte en Suisse », qui fut par la suite condamné pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. Plus récemment, dans le contexte pandémique de 2020, les chiffres au sujet du nombre de masques disponibles travestissaient allègrement la réalité en la présentant sous un jour triomphant malgré le décès de nombreux soignants à défaut de protection. L'invitation récurrente du fallacieux sur la place publique éveille les vigilances, sinon une certaine paranoïa. Ceci est d'autant plus perceptible depuis qu'il s'agit parfois d'aller jusqu'à interpréter des faits. L'exemple le plus prégnant est peut-être celui survenu à l'issue de l'élection de Donald Trump en 2016, où deux versions s'opposaient quant à des inclémences météorologiques venues altérer son investiture. Dans la version du New York Times, la pluie n'a cessé de tomber. Dans la version de la Maison-Blanche, la pluie s'est immédiatement arrêtée de tomber et le ciel s'était ensoleillé. Ce qui avait conduit Sean Spicer, le porte-parole de la Maison-Blanche, à estimer qu'il est possible d'être en désaccord sur les faits. L'occasion était trop belle à tel point que le dictionnaire d'Oxford avait proclamé que post-vérité était élu mot de l'année. Il se rapporte aux circonstances dans lesquelles les faits ont moins d'influence sur l'opinion que les croyances personnelles. Assez logiquement, on a beau jeu d'exiger des efforts à l'esprit alors que l'appréciation individuelle constitue une alternative séduisante. Faire vibrer la corde du subjectif est une richesse musicale au concert de la crédulité. L'esprit critique est fragile, alors qu'accepter docilement le probable ne s'embarrasse pas de contraintes. Il se présente sous des traits sympathiques qui permettent au monde environnant de devenir moins exigeant, plus consonant et par conséquent fort agréable. L'individu se sent autorisé à succomber sans vigilance au charme de ses affects. Sa migration vers un endroit réconfortant où tout se vaut, donne la possibilité d'écarter le besoin de probité. Se forger un avis se dispense de ce qui est cognitivement trop coûteux, et les théories considérées comme dérangeantes sont aussitôt requalifiées en opinions. En récusant les hiérarchies, perçues comme autant d'entraves à la sérénité, il devient possible de tout dire puisque tout se situe sur le même plan, insensible à la rationalité. L'imaginaire vagabonde dans des mondes où aucune bride n'accompagne les largesses de l'esprit. Le vrai et le faux deviennent inopérants pour célébrer son propre vrai et son propre faux, grâce à l'adhésion à des discours parfois dénués de tout ancrage à la réalité. L'individu s'acclimate aisément à ces latitudes paisibles, sans en percevoir ni en mesurer les dangers. L'esprit désinvolte peut facilement se laisser troubler par des théories absurdes, qui arrivent à faire passer leur obscurité pour de la profondeur. Alors que signifie réellement le concept de preuve ? Cette locution est en réalité relativement récente, puisqu'elle ne semble pas avoir existé dans le latin classique. Elle émerge plutôt au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Son étymologie renvoie à ce qui est digne d'être approuvé, c'est-à-dire qui se soumet à des épreuves. C'est donc au nom de la preuve et de son intérêt structurant que les esprits produisent tant d'efforts, allant jusqu'à des circonvolutions intellectuelles pour s'évertuer à déterminer ce qui relève du plausible. En somme, la preuve médicale ne répond pas aux exigences de la dichotomie du vrai et du faux, mais à la résistance face à des mises à l'épreuve qui attestent de sa vraisemblance. Les recherches sur ce concept doivent de ce fait s'interroger sur les processus qui l'établissent, et examiner les prédicats qui contribuent à la façonner. Pour le dire autrement, il est aujourd'hui possible d'accéder à un grand nombre de connaissances grâce à la technologie. En revanche, rares sont les personnes qui sont en mesure d'expliquer leur genèse.
C'est-à-dire qu'il est difficile de restituer l'histoire des découvertes, les logiques qui les ont accréditées, les réserves formulées à leur encontre, les conflits qui les ont opposés à d'autres idées. Pouvoir rendre compte de ces étapes est pourtant la seule façon d'établir une distinction parmi des propositions qui répondent à la question « Pourquoi ce qui est se présente sous la forme où nous le connaissons aujourd'hui ?» La réponse vient de la connaissance qu'il est possible de se procurer, justement, sur les connaissances médicales. C'est tout l'intérêt de l'épistémologie dite historique. Sans cet effort, le rapport entretenu avec les connaissances relèverait de la croyance. C'est-à-dire qu'il y aurait une adhésion de principe à quelque chose qu'il n'est pas exactement possible d'expliquer, ou qui se réfère à une évidence. La preuve médicale du XXIe siècle doit se soumettre à un véritable examen en s'efforçant de contourner les écueils qui prennent les conventions pour des vérités indiscutables. La preuve s'intéresse aux différents visages de la médecine dont les représentations contre-intuitives sont importantes. Il existe par exemple un contraste entre une hypothèse diagnostique et la confiance souvent surestimée que lui accordent les professionnels. Il en est de même pour l'image emblématique du médicament. L'intérêt modeste que lui attribuent les soignants est illustré par le British Medical Journal, qui leur a demandé d'énumérer les 15 découvertes les plus importantes en médecine depuis 1840. Sur les 180 dernières années, seules 2 d'entre elles pouvaient être considérées comme des outils thérapeutiques. Ils n'ont mentionné ni les antidépresseurs, ni les statines, ni les antihypertenseurs, ni les anti-inflammatoires alors qu'ils sont allègrement prescrits. Si la preuve médicale doit être relativisée sur certains points, elle doit aussi émerger sur des terrains où on ne l'attendait pas. Les constats effectués dans la vie ordinaire des soignants obligent à réaliser que quoi qu'ils fassent, ils s'exposent à des univers variés avec lesquels ils doivent nécessairement composer. S'interroger sur les ressources permet de prendre conscience qu'elles dépendent de l'économie et de la gestion, qui résultent toutes deux de choix politiques. Ces mêmes choix impliquent une certaine conception de la santé, une certaine éthique, une certaine morale reposant sur des orientations philosophiques. S'il ne fallait prendre qu'un seul exemple, celui de l'hydroxychloroquine est un parangon illustrant ces ramifications. Avec l'agitation de la crise sanitaire de 2019, des controverses ont émergé venant contrarier la quiétude d'une médecine impénétrable qui était alors vivement chahutée. Les extrapolations allaient bon train, alimentant un climat de confusion généralisée. Au gré de simplifications journalistiques, la défiguration du sujet avait abouti à un débat polarisé en pour ou contre l'hydroxychloroquine. Exposées au grand jour, les preuves médicales n'apparaissaient plus comme des données univoques, tels des éléments faisant nécessairement consensus. Des médecins indiquaient qu'ils obtenaient des résultats probants en utilisant l'hydroxychloroquine, associée à un antibiotique, l'azithromycine, pour éviter des complications infectieuses. Toutefois, les études n'indiquaient aucune différence significative, p-value 0,05, entre un groupe pris en charge avec un traitement de référence par rapport à celui traité avec en plus de l'hydroxychloroquine et invitait à de plus larges investigations. Les essais étaient ouverts, non randomisés, avec une variabilité des paramètres considérable et des conclusions reconnaissant leur fragilité. Il faut ajouter que l'un des auteurs était également le directeur de la revue, ayant accueilli sa publication, éveillant nécessairement des inconforts. Les informations rassemblées étaient à première vue contradictoires. L'esprit humain se trouvait ébranlé, étant plus familier avec des choix binaires tels que oui ou non, dangereux ou non dangereux, efficace ou non efficace. La complexité du problème n'arrivait pas à se satisfaire des dichotomies trop simplistes, et imposait un certain nombre de nuances pour devenir compréhensibles. En l'occurrence, dans l'urgence de la pandémie, les soignants allaient devoir utiliser, ou non, le dit médicament dans l'exercice de leur art. Les médecins étaient par conséquent contraints de se référer à 2 options thérapeutiques, présentées par 2 figures d'autorité. D'un côté, l'OMS qui se trouvait confortée par le gouvernement français, le Haut Conseil de la santé publique interdisant son utilisation sauf en cas d'urgence. D'un autre se trouvaient certains professeurs de médecine à forte notoriété, qui appelaient à son utilisation dans des conditions qu'ils décrivaient lors d'interviews. La confrontation à une situation d'urgence renvoyait le médecin à un dilemme sur la preuve médicale. Faut-il prescrire de l'hydroxychloroquine ?
Ce choix reposait sur la valeur que le praticien allait décider d'attribuer aux preuves en faveur de son utilisation, et celle qui pourrait l'en dissuader. En fonction de sa sensibilité, les conséquences varient du tout au tout. Le dilemme moral qu'il est difficile d'éviter, opposer une attitude abstentionniste en l'absence de preuves d'innocuité et d'efficacité qui respecterait l'adage hippocratique primum non nocere, d'abord ne pas nuire, et l'attitude antagoniste qui consisterait au contraire à donner le médicament en prenant un risque, tout en sachant que seul le second choix pourrait participer à limiter davantage la contagion. À travers cet exemple, on mesure sans doute davantage à quel point la médecine qui se présente depuis toujours comme un art s'aventure sur des routes croisant régulièrement celles de la société et ses exigences. Elle participe aux négociations lorsqu'il s'agit de déterminer ce qu'est la vie ou la mort, la place qu'occupe le patient dans sa prise en charge, s'invitant même dans des discussions sur les pratiques sexuelles, la parentalité, la limitation des libertés individuelles, l'éducation ou le travail. Dans ses pérégrinations, elle arpente d'ailleurs essentiellement des chemins de crête. La médecine oscille effectivement entre ce qui relève de sa validité structurelle et le cadre de la société duquel elle ne peut véritablement se départir. Elle s'imprègne nécessairement de la valeur du temps qui la charrie par ses fluctuations anthropologiques. La preuve médicale est par conséquent un sujet assez sensible pour avoir été sans cesse discuté au fil de l'histoire. Toutefois, en dépit de ces nombreux avatars, il semble qu'une certaine tendance se dégage permettant aujourd'hui de proposer de la discuter selon deux axes principaux. La preuve médicale est à la fois construite par sa validité scientifique, partie 1, et à la fois confrontée à des interactions avec la société, partie 2. Partie 1. La validité scientifique de la preuve médicale. La preuve médicale peut tout d'abord être décrite comme quelque chose répondant à des canons méthodologiques. Ils la rendent conforme à ce que l'on nomme une connaissance scientifique. On pourra de cette façon considérer la preuve comme valide. C'est d'ailleurs à l'aune de cette exigence que la médecine contemporaine se définit. Elle s'intéresse à des critères estimés satisfaisants pour son élaboration, à la confiance placée dans les produits de santé, à la relation thérapeutique. La nécessité des preuves semble évidente pour la médecine du XXIe siècle. S'interroger pourrait passer pour un exercice tout bonnement inutile, renvoyant à un simple état des lieux de la littérature scientifique. Ce qui ne serait dans ce cas qu'un banal inventaire passerait à côté de la dimension endogène de la preuve. C'est-à-dire ce qui la caractérise intrinsèquement par sa résistance à des épreuves. Sa validité est subordonnée à son existence positive, contrairement à des théories physiques phénoménotechniques, en termes bachelardiens. Autrement dit, elle ne saurait être qu'une simple abstraction théorique. Elle doit pouvoir être débattue dans le cadre de colloques scientifiques, ou être exposée aux patients pour qu'ils puissent décider en conscience de leur prise en charge. L'entreprise consistant à déterminer la validité de la preuve médicale est en somme délicate, et son étude généalogique est indispensable. Alors que les éloges qui lui sont attribués ne tarissent pas, les discussions sur ses fragilités sont quant à elles plus confidentielles. Tant et si bien que la visibilité de ces aspects robustes évince les prudences nécessaires pour se forger un jugement nuancé. L'influence réciproque des découvertes issues de la biologie et de celles réalisées par la clinique aboutissent à l'élaboration de théories médicales. Ces théories sont le fruit d'une construction souvent fastidieuse ayant procédé par étapes avec certaines révolutions médicales. On peut aisément comprendre que les preuves soient en somme dotées d'une certaine fiabilité. À la lumière de toutes ces exigences, il n'est pas rare de parler des preuves médicales comme d'éléments factuels. C'est précisément sur cette occurrence qu'il convient de s'interroger. S'agit-il d'une appellation justifiée qui pourrait reposer sur une structure suffisamment solide, ou d'une hypertrophie sémantique? Il semblerait en effet que la médecine ait tendance à considérer la preuve comme une donnée factuelle, du fait des exigences de son élaboration, Ch1. Les sciences médicales permettent quant à elles d'introduire des nuances grâce à des outils capables d'en indiquer les limites, Ch2. Chapitre 1. La preuve considérée comme un fait par la médecine. Comprendre la façon dont la preuve est considérée comme valide implique une étude rétrospective. Au XXIe siècle, la médecine s'occupe de la santé et de ses altérations.
Le modèle communément admis sur lequel la pratique repose est appelé Evidence-Based Medicine. Il est apparu pour la première fois dans le Journal of the American Medical Association, et consiste à fonder son avis avec l'utilisation consciencieuse, explicite et judicieuse des meilleures données disponibles dans les prises de décision relatives aux soins à donner aux patients individuels. Il conteste in fine tout ce qui valorise une preuve par le moyen de procédures assez floues, basées sur la seule appréciation du praticien. D'autant plus que ces opérations sont soumises à de nombreux paramètres susceptibles d'altérer la qualité de son jugement. Ce récent modèle promeut au contraire une médecine plus exigeante, se référant à des données parfois qualifiées de factuelles. Il cherche à déjouer les adeptes de l'autorité, qui avaient pris leur quartier dans l'enseignement académique. Pour autant, l'evidence-based medicine n'est pas non plus en quête d'une connaissance apodictique puisqu'il s'agit davantage de spécifier des incertitudes. Dans cette entreprise, les praticiens souffrent d'un handicap considérable en ne disposant pas des moyens de savoir à quoi sont réellement dues les améliorations potentielles qu'ils obtiennent. C'est pour cette raison que la médecine a besoin de théories qui la soutiennent, de l'épidémiologie, de procédures de tests pour l'évaluer, bien que cette acceptation soit laborieuse. Elle est jugée trop délicate à appréhender, trop complexe et surtout trop dépossédante des facultés de juger des soignants. Aussi, la médecine du XXIe siècle s'appuie sur des preuves cherchant à rendre compte du fonctionnement de l'organisme, A, et à évaluer son arsenal thérapeutique, B. A. Un établissement par le fonctionnement de l'organisme. Pour considérer les preuves issues de l'evidence-based medicine comme factuelles, celles-ci doivent reposer sur des données obtenues par des investigations rigoureuses. Leur collection doit aboutir assez logiquement à des théories qui renseignent sur le fonctionnement de l'organisme. 1. Bien que cette organisation soit une des conditions qui garantissent la compréhension la plus précise, son caractère séduisant ne reflète pas pour autant la totalité des moyens permettant d'appréhender l'humain dans le champ médical. Les théories constituées supportent des ajustements qui viennent les améliorer. 2. 1. La genèse des théories. En termes scientifiques, les supports permettant de disposer de preuves sur le fonctionnement de l'organisme s'appellent des théories. Elles correspondent à des lois attestant de la cohérence et de la régularité d'observation, qui ont pu faire l'objet de tests. Elles se présentent comme un ensemble d'hypothèses ayant une apparence systématique, qui autorise à effectuer des prédictions au sujet de phénomènes. Aujourd'hui, d'importantes méthodes d'exploration permettent d'en rendre compte. Les techniques sont d'ailleurs multiples comme l'imagerie médicale, l'utilisation d'éléments et de produits du corps humain. De l'IRM fonctionnel aux examens anatomopathologiques, les investigations s'étendent de l'étude nanométrique de l'ADN à des considérations macroscopiques telles que l'exploitation de données sur le comportement de grandes populations face à un événement. Chacun de ces niveaux d'analyse présente son intérêt et alimente les connaissances médicales. Si au XXIe siècle ce constat semble assez évident, pendant longtemps l'absence de ces outils rendait la lecture. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.